Si on m'avait dit que j'allais être accueilli comme une rockstar pour parler de démocratie, hein, j'aurais signé tout de suite, parce que d'habitude, c'est pas forcément cette ambiance et cette foule. Et justement, je suis très heureux de parler avec vous ce soir, de m'entretenir avec vous ce soir de ce sujet de la démocratie, parce que d'habitude, c'est un sujet qui intéresse plutôt des initiés, et les salles sont rarement remplies comme ce soir. Et je pense qu'à l'aube d'élire un nouveau président, tous ensemble, il n'y a pas de meilleur moment pour discuter de ce sujet. Alors on va y aller. Et pour bouder aucun plaisir, je vais un peu commencer le repas par le dessert, parce que je vais vous parler d'Adopi. Alors Adopi, qu'est-ce que c'est? C'est la haute autorité en charge de lutter contre le piratage, pour ceux qui ne le savent pas, dont la création a été votée il y a à peu près 3 ans jour pour jour. Donc on va faire un petit retour en arrière sur la naissance de cet institut, de cette haute autorité, le 2 avril 2009. Donc imaginez le 2 avril 2009, à l'Assemblée nationale, après plusieurs semaines de débats houleux, très techniques, au sujet du peer-to-peer, au sujet des échanges de fichiers, au sujet des données personnelles, la loi création d'Internet est promulguée par les députés. Et donc, comme le montrent ces images tirées du journal télévisé du soir du 2 avril 2009, l'Assemblée nationale est remplie, les députés sont enthousiastes, et ils votent cette loi dans une atmosphère très conviviale et très élevée. Sauf que, moi j'y étais. Et ce n'est pas vraiment ce que j'ai vu, et j'avoue que j'ai assisté à un autre spectacle. Ce qu'on y a vu ce jour-là, le 2 avril 2009, ce sont les images qui ont été montrées par l'autre journal télévisé le même soir, c'est-à-dire des députés qui se comptaient sur les doigts de la main, donc une quinzaine de députés qui ont effectivement voté cette loi, avec une connaissance, on peut le dire, et ça a été ensuite étudié par la suite, assez faiblarde du sujet, et surtout un intérêt qui était assez variable entre des lecteurs du Figaro, de Libé ou qui tweetaient entre deux débats. À côté de ça, cette loi a vraiment été accouchée dans la douleur, dans le sens où, 7 jours après, elle passe par le Sénat et elle revient à nouveau à l'Assemblée nationale le 9 avril 2009 pour une seconde lecture. Et là, coup de théâtre. Une quinzaine de députés de l'opposition, cachés derrière un rideau, surgissent dans l'hémicycle au moment du vote pour retourner l'équilibre des forces en présence et faire annuler cette loi par 21 voix contre et 15 voix pour. Vous savez que l'Assemblée nationale compte 577 députés. Si on m'avait dit qu'avec 21 députés, on arrivait à faire voter une loi et qu'on avait la majorité, j'aurais été assez surpris. Donc ça veut dire un absentéisme qui est représenté par à peu près 97% des députés qui ont séché ce jour-là ce projet. Donc, à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on observe avec une représentation qui est un petit peu difforme de la réalité? C'est que la démocratie qui est la nôtre, qui est une démocratie dite représentative, c'est-à-dire indirecte, où notre pouvoir s'exerce par l'intermédiaire de nos députés, qui sont élus pour un mandat de 5 ans, à partir du moment où finalement on a peu de personnes qui siègent dans l'Assemblée et que les débats sont discutés dans des termes assez incertains, on peut parler d'une crise de confiance de la part des citoyens dans la démocratie. Et ça remet un peu en question les fondements mêmes de notre système actuel. Moi, je l'ai observé avec mon intérêt personnel sur le sujet d'Internet. J'y suis allé, et j'avoue que j'y vais pas tous les 4 matins dans l'Assemblée nationale. Je ne suis pas partie prenante de ce domaine, je n'ai pas d'investissement politique. Et donc, je me dis, comment ça se passe pour les autres sujets où je n'ai pas de connaissances, où je ne suis pas allé voir, je ne sais pas moi, l'éducation, le transport, l'urbanisme, qui sont par ailleurs des projets de loi qui sont discutés. Est-ce que ça se passe de la même manière de ce que j'ai assisté moi sur Internet, c'est-à-dire un grand absentéisme, des débats assez superficiels sur ce sujet? Je ne sais pas, vous vous posez peut-être la question. En tout cas, s'il y a des sujets qui vous sont chers, ça vaut le coup de se poser la question et de s'interroger à ce sujet. Alors qu'à côté, je suis souvent agréablement surpris dans l'autre sens par l'intérêt, l'investissement, le niveau de connaissance quand je cherche des informations sur Internet. Ce qui est peut-être votre cas, on a tous tapé des requêtes dans Google pour en savoir plus sur un sujet, un problème, une information. Et au gré de ces navigations, au gré de ces recherches, on trouve des passionnés qui vont passer une journée, une semaine, une nuit, un mois à décortiquer un sujet en profondeur
comme par exemple sur les différentes typologies de locomotives qui sont actuellement utilisées par la SNCF. Il y a des grands enfants, je pense, des personnes qui ont oublié de grandir, qui sont toujours fans des petits trains et qui passent leur journée sur Wikipédia à classer tous les modèles qui sont utilisés aujourd'hui et qui sont en marche, avec leur surnom d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les locomotives de la SNCF ont chacune toutes un petit surnom, comme la danseuse, le nez cassé, etc. Ou alors des personnes qui vont passer des nuits à dépanner d'autres personnes sur Doctissimo, sur les formes d'entraide, et qui vont devenir des spécialistes des typologies d'allergies, comme l'allergie au pollen de bouleau. Je ne savais pas que ça existait. Il y en a qui malheureusement souffrent de cette pathologie. Ou encore des passionnés d'animaux de compagnie qui vont s'épancher pendant des jours et des jours sur leurs animaux de compagnie, comme le lapin géant des Flandres, qui a priori est un animal très chaleureux et très attachant. Alors c'est effectivement des sujets anecdotiques, mais il y a des gens qui passent des nuits, des semaines, leurs vacances à en parler. Mais si vous regardez bien, ces sujets sont quand même potentiellement rattachables à un domaine démocratique. Le premier, les transports, le deuxième, la santé, le troisième, l'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a d'un côté des représentants qui sont garants de l'intérêt général, parce qu'ils sont passés par le suffrage universel, donc c'est normal, ils parlent au nom du peuple, mais à côté, une expertise, une technicité terrain de tous les jours, avec des passionnés qui, eux, ont le temps, ont la passion pour s'investir sur un sujet. Et donc, quand j'ai demandé aux élus comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui, on ne profite pas de cette intelligence collective qu'on trouve sur Wikipédia, sur Doctissimo, pour améliorer la connaissance qu'on peut porter à des sujets. On m'a dit ça existe, si, on le fait. Va sur www.forum.gouv.fr. Alors, vous connaissez ou pas? Qui connaît? Ok, j'en vois 2, 3. Voilà, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que ce site de débat, qui est géré par les services d'information du gouvernement, le SIG, rattaché au Premier ministre, n'est clairement pas visible. À moins de tomber dessus, comme là je vous l'ai dit, avec l'URL, qui d'ailleurs est assez difficile à retenir, vous ne tomberez pas dessus, comme si on ne voulait surtout pas que les citoyens le sachent et viennent participer. Vous y trouverez d'ailleurs plus de questions posées par les services d'information du gouvernement que de réponses. Donc il se tourne un peu en vase clos, comme si on ne voulait surtout pas qu'on le sache. Alors qu'à l'inverse, quand on fait l'effort et quand on prend le temps de médiatiser ces sites contributifs, la participation elle est au rendez-vous. Les citoyens ont envie de s'exprimer. Se disent, tiens, il y a une porte ouverte pour que je sois entendu, je vais la saisir, je vais à mon échelle essayer de faire avancer, apporter ma pierre à l'édifice. Par exemple, lors du grand débat sur l'identité nationale, donc qui a effectivement beaucoup occupé la scène médiatique, il y a un forum qui avait été ouvert en ligne sous forme de livre d'or qui posait cette simple question. Pour vous, qu'est-ce qu'être français? Et vous aviez un champ pour y répondre. Qui est allé sur ce site? débatidentiténationale.fr. Bon, c'est un peu le même désert que le forum. Pourtant, il y a quand même 550 000 visites en 3 mois. Il y a eu plus de 50 000 contributions. C'est-à-dire des Français qui ont cru, qui se sont dit, on me donne la parole, je vais essayer à mon échelle de faire avancer le schmilblick et de, en toute humilité, poster un témoignage. Et donc, plus de 50 000 Français, en tout cas des internautes, sont allés sur ce forum et faire un retour sur, selon eux, qu'est-ce qu'était être français. Donc, pour dire que quand on médiatise et quand on se donne un peu l'effort et un peu de visibilité, la participation est au rendez-vous. Moi, j'y ai trouvé des pépites. C'est marrant parce qu'on n'a quand même pas beaucoup entendu parler de la contribution citoyenne, mais mine de rien, 50 000 messages, c'est pas anodin. Et j'en ai pris un qui me semblait assez représentatif du niveau qu'on pouvait trouver sur ce forum. A priori, moi j'y allais avec des préjugés en me disant ça va être râler pâquerette et ça va être vraiment des choses très clichés. Je vous prends l'exemple d'une contribution sur la rubrique Qu'est-ce qu'être français, celle d'Antonin, qui dans toute son humilité nous dit « Mon grand-père a fui le fascisme italien pour se réfugier en France. Il est entré en résistance contre l'occupant nazi et s'est engagé après-guerre dans la Légion étrangère. Il a obtenu en 1960 la nationalité française. Il s'est senti davantage français qu'italien et est mort en étant fier d'être français. Être français, c'est respecter les valeurs de ce pays, être prêt à les défendre. Je suis fier de lui et je pense que la France l'est aussi. » Alors, on n'est pas tous dans cette situation, c'est son subjectif, c'est son vécu et sa situation personnelle. Sauf que derrière, il y a quand même des valeurs qui parlent à tous. Là, on parle de patriotisme. On a potentiellement un socle intéressant pour bâtir un projet de loi. Je vous rappelle que ce débat a donné naissance à un projet de loi.
il y a derrière de l'universel qui peut se dégager de témoignages totalement subjectifs, de situations vécues totalement personnelles. Le problème avec ces contributions et ces dispositifs en ligne, quand ça marche, quand les citoyens sont informés et contribuent, c'est que dans la démocratie, il n'y a pas de règle pour en tenir compte. Il n'y a rien qui dit que ça, il faut le traiter comme ça et l'inclure de telle manière dans la démocratie. Aujourd'hui, c'est un champ vide, ces espaces de contribution en ligne. Et donc, en fonction des pays, ce n'est pas traité de la même manière. Vous allez en Suède, par exemple, un témoignage sur Internet va être traité avec la même rigueur que le bulletin que vous avez pu poser, j'imagine, dans une urne dimanche dernier. En France, c'est laissé à la libre appréciation de celui qui organise le débat. Dans le pire des cas, c'est un coup de com'. C'est pour lancer un buzz, on a ouvert un forum, allez-y, commentez, puis une fois que c'est fini, hop, on le ferme et on n'en parle plus. Dans le moins pire des cas, on va essayer d'y appliquer des mécaniques qui sont connues de la part de nos représentants, c'est-à-dire des traitements statistiques type sondage, ou sémantiques ou algorithmiques, pour essayer de trouver les grandes tendances et se dire, bah, tout ça, finalement, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est comme si on avait fait un vaste sondage. J'en veux pour preuve la synthèse du grand débat sur l'identité nationale, des 50 000 contributions, qui a été faite par TNS Sofres, donc qui est un institut de sondage, justement, qui a été chargé de faire la synthèse, et qui a abouti à ce genre de slide. Il y en a 3 comme ça, pour synthétiser la richesse des 50 000 contributions. Donc pour vous, qu'est-ce qu'être français? À 30% des éléments qui sont des éléments culturels, 28% des éléments géographiques, 24% des éléments historiques, 21% des éléments institutionnels et politiques, 20% humanistes, 3% religieux. Donc oubliez Antonin, oubliez tous les messages de ce style qui sont porteurs de valeurs potentiellement transverses et pouvant servir de socle à un projet pour le compresser à travers des traitements statistiques et sémantiques sur les occurrences qui reviennent le plus dans le forum, sur les termes les plus employés. On aboutit un peu à ce genre de schéma un peu caricaturant, un peu schématique, un peu simpliste. Est-ce que ce que ça veut dire? Si vous me suivez bien, c'est un peu le portrait robot du français moyen. Je peux vous dessiner. Si je suis ce sondage, ça veut dire que pour être français, mon portrait robot va se dessiner. Ça veut dire que je porte le béret et je mange de la baguette. Ça veut dire que je suis fier de mon patrimoine. Ça veut dire aussi que je connais bien l'histoire de France. Ou encore que je porte haut les couleurs de la République. L'autre République. Ça veut dire aussi que je suis solidaire, et enfin que je suis catho, puisque ce sont les valeurs, ce sont les valeurs de la République. Alors, ça vous parle, ça? Est-ce que c'est le français moyen qu'on croise dans la rue, à la boulangerie, ou quand on va faire ses courses? Non. Vous avez raison parce qu'il manque un détail. Hop. Là, ça va déjà aller mieux. Donc le détail qui manque, c'est bien connu, tous les Français sont des virtuoses de l'accordéon aussi, en plus de tous ces critères. Derrière, ce qu'il faut faire ressortir, ce qui ressort de ce schéma qui oppose à la fois la richesse des contributions qu'on a pu voir sur ce site et la synthèse très caricaturante qui en est produite avec les instituts de sondage qui sont des mécaniques qui sont aujourd'hui très utilisées en démocratie, c'est le fait qu'on ne tienne pas compte, on n'est pas encore un système qui permette d'enrichir la représentation de ces remontées terrain, de ces témoignages et rendre plus vrai, plus vivaces les discussions, d'élever le débat des termes dans lesquels sont discutés aujourd'hui nos projets de loi. Et si on mettait sur pied ces dispositifs contributifs qui étaient inclus dans la démocratie, si on revoyait la manière, à l'heure des nouvelles technologies, en 2012, à l'heure de Facebook, à l'heure de Twitter, si on revoyait la manière dont les lois sont discutées, on pourrait aboutir à ce qu'on pourrait appeler une démocratie augmentée,
c'est-à-dire une représentation enrichie de remontées pratiques, terrain, de passionnés, d'experts profanes, c'est-à-dire de citoyens lambda, qui ont envie de s'impliquer dans un débat. Ce que je vous dis là, même si c'est un schéma un peu théorique, c'est pas si utopiste que ça. J'en veux pour preuve l'expérimentation qui a été faite en Angleterre il y a quelques années. Les MPs, les Members of Parliament, l'équivalent de nos députés français, ont décidé d'adjoindre un forum à la discussion du projet de loi sur la violence conjugale. Et donc, 52% des femmes qui ont été recrutées pour participer à ce forum n'avaient jamais utilisé Internet. 85% étaient rassurés par l'anonymat proposé par ce dispositif, 96% n'étaient pas membres d'un parti et 94% n'étaient pas membres d'une association de défense des victimes de violences conjugales. Donc autant dire des Anglaises qui ne sont pas habituellement impliquées dans le débat public et qui sont aussi externes à la procédure législative. Ce qui en est ressorti, je vais un peu vite, excusez-moi, ce qui en est ressorti, c'est deux apports directs de ce forum sur lequel 200 femmes ont contribué. Le premier apport, ça a été en termes d'éclairage sur des faits dont les députés n'avaient pas conscience. Par exemple, le fait qu'une femme qui vient de déposer plainte doit être autorisée à ne pas retourner dans le foyer conjugal avec ses enfants sans être accusée d'enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vide juridique, et tant que la preuve, en tout cas en Angleterre, tant que la preuve n'a pas été faite que vous avez été effectivement victime de violence conjugale, vous pouvez être accusé d'enlèvement. Donc ça, c'est un apport qui ne peut pas ressortir si on fait un traitement sémantique, statistique, parce que dans les 200 contributions, on va faire ressortir quoi? Les termes les plus employés. Donc des choses que j'imagine, les députés connaissent déjà parce que des choses que tout le monde dit. Donc ça nécessite un travail de fond et surtout de considérer chaque témoignage comme potentiellement unique et vecteur d'information. Le deuxième apport qui a été observé, ce sont le fait que des liens se sont créés entre les contributrices. C'est-à-dire que les messages étaient constitués à 82% de réponses à d'autres messages. Et un quart des participantes à ce forum sur la violence conjugale ont créé des contacts, ont noué des contacts et ont décidé de continuer à s'investir dans le débat public, de continuer à en discuter, d'ouvrir un blog, un forum d'entraide. Et ça les a réintermédiés dans le débat public. C'est un apport à nouveau qui n'est pas possible si on traite ces supports de contribution en ligne comme des sondages avec des questions fermées dans lesquelles on ne va pas découvrir l'opinion de l'autre et on ne va pas pouvoir renforcer le tissu social. Pour conclure, pour moi, il y a deux choses qui manquent à la démocratie aujourd'hui en France, pour revenir à une situation à l'aube d'élire un nouveau président, une nouvelle Assemblée nationale, pour pouvoir bénéficier de cette démocratie augmentée. Du côté des citoyens, d'une part, ce n'est pas l'envie de communiquer qui manque. Sur Twitter, sur les blogs, sur les forums, même dans la rue, on voit bien que de temps en temps, il y a des choses entre deux élections, entre tous les 5 ans, qui nous donnent envie de se bouger. Il manque pour moi un ministère de la participation citoyenne, tenu par la société civile, transverse aux autres ministères, dont le but est de mettre à disposition ces outils, comme ces forums, pour récolter, entre deux élections, les témoignages, les avis, l'implication des citoyens qui ont envie, à leur échelle, d'apporter leur pierre à l'édifice. Et du côté des représentants, qu'est-ce qui manque? Quand je leur pose la question, ils me disent qu'il leur manque du temps. Soit. Il faut savoir que la France est un des pays européens avec le plus de députés et de sénateurs apportés à la population française. Nous, en France, on a un député ou un sénateur pour 70 000 Français. En Allemagne, ils en ont un pour 100 000, aux États-Unis, un pour 600 000. Alors je veux bien que même 70 000 Français, ça prenne du temps en termes de représentation. Maintenant, du coup, c'est d'autant plus difficilement acceptable le cumul des mandats. D'autant plus difficilement acceptable d'avoir que 3% de taux de participation quand il s'agit d'aller voter et 97% d'absentéisme dans ces cas-là. Les représentants sont les premiers dépositaires du bon fonctionnement de la démocratie représentative et ils devraient redonner de l'estime à cette fonction en montrant l'exemple, notamment avec une assiduité. Voilà. À l'aube d'élire un nouveau président, encore une fois, on est dans une période électorale qui est très forte. Il n'y a pas de meilleur moment pour se poser des questions. Je pense que si on veut que la lune de miel là, qui va nous arriver entre les citoyens qui votent et le futur président, si on veut que cette lune de miel, elle dure plus que les quelques mois qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on déchante au bout de quelques années, on a besoin de réenchanter la démocratie, on a besoin de ça, et je pense que les nouvelles technologies peuvent nous y aider. Merci.